Bonsoir Piotr Tolstoï. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vice-président de la Douma, l'Assemblée russe proche de Vladimir Poutine. Vous êtes avec nous pour parler évidemment de la contre-offensive ukrainienne, des missiles russes qui ont encore tué au moins 6 civils aujourd'hui, notamment du côté d'Odessa. Parler de Poutine avec un témoignage troublant qu'on vous montrera tout à l'heure dans une seconde à propos de votre président. Vous serez interrogé ce soir par Elsa Vidal, que je salue, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, par Ulysse Gosset, notre éditorialiste. Bonsoir Ulysse. Par Pauline Simonet, évidemment, qui est avec nous, et Pablo Piovivien, qui est là aussi. Avec une question d'abord, Piotr Tolstoï, sur cette gigantesque campagne de désinformation, d'intoxication lancée par des trolls russes, relayée par certaines autorités russes, dénoncée aujourd'hui par la France, une campagne basée notamment sur des faux articles. On en a des dizaines d'exemples qui sont en ligne, de faux articles du Parisien, du Monde, du Figaro, pour raconter à peu près n'importe quoi sur les dirigeants des Ukrainiens occidentaux. Pourquoi faire ça? Pourquoi faites-vous ça, Piotr Tolstoï? Quel est votre but? Vous savez, moi, je lis pas la presse dont vous avez mentionné. Notre but, c'est gagner cette guerre. Et on voit que l'offensive ukrainienne a lamentablement échoué. Donc aujourd'hui, tout l'armement de l'OTAN n'a rien servi. Et même dans la sphère de communication, dans laquelle l'Ukraine a produit beaucoup de mensonges à partir du coup d'État de 2014, soutenu par les Européens, même dans cette sphère de communication, ils ont échoué aussi parce que la plupart des Européens comprennent quelle était la faute de soutenir l'Ukraine et de pousser les Ukrainiens à faire la guerre contre eux. Piotr Tolstoï, là, ce sont de vos mensonges dont on parle ce soir. Les mensonges relayés, encore une fois, par les trolls russes, financés par les entreprises russes qui ont tenté de payer Facebook, notamment pour relayer ces faux articles. On parle de vos mensonges et de mensonges de l'Occident en général, parce que vous mentez non seulement sur la situation en Ukraine à partir de 2014, mais vous mentez aussi sur les vraies raisons de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous mentez sur la guerre, vous mentez sur les chiffres des tués, et j'aimerais bien vous dire qu'à partir de 4 juin, il y a 10 000 soldats ukrainiens qui ont été tués, et tout ça à cause des Européens qui ont poussé l'Ukraine de gagner la guerre sur le champ de bataille. Mais d'où sortez-vous ce chiffre de 10 000 soldats tués, 10 000 soldats ukrainiens tués en 10 jours? Vous allez voir la vérité bientôt, malheureusement, pour vous et pour votre façon de traiter l'information en Ukraine, ça serait vraiment en coup. Mais alors quand par exemple, Piotr Tolstoï, quand par exemple l'ambassade de Russie à Paris relaie des caricatures où on voit que l'Europe est contaminée notamment par le néonazisme, que vient faire l'ambassade de Russie dans cette campagne de désinformation? Moi, je ne suis pas un ambassadeur de la Russie, malheureusement, parce que si je l'étais, alors je pourrais bien vous répondre. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, je peux répondre pour les propos tenus dans votre studio il y a 1 mois et demi, quand votre collègue ex-colonel m'avait demandé si les Russes ont peur des chars occidentaux. Donc les Russes ont déjà brûlé 120 chars occidentaux sur le champ de bataille lors de cette contre-offensive ukrainienne échouée. Et on va continuer à les brûler. Donc on a les preuves, non seulement les images, mais aussi plusieurs chars sont déjà dans l'armée russe et passent les études très profondes. Ulysse Gosset. Ulysse. Oui, Monsieur Tolstoï, bonsoir. Hier, on a vu un Vladimir Poutine hésitant, qui a même reconnu que l'armée russe n'avait pas été bien préparée, que les frontières n'étaient pas bien protégées, notamment du côté de Belgorod, reconnaissant donc finalement que l'opération spéciale n'avait pas été aussi réussie que vous nous le disiez. Comment vous interprétez ce mea culpa de Vladimir Poutine? Moi, bonsoir Ulysse, moi j'ai l'impression diamétralement opposée. Le président russe était très sûr de tout ce qui se passe et cette sûreté, il l'a transmise quand il a dit que la Russie va continuer l'opération spéciale jusqu'au bout. Nous devons atteindre les buts de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine, même que l'Europe veut maintenant adhérer
tout ce qui va rester de l'Ukraine à l'OTAN, mais on va repousser toute la structure militaire ukrainienne afin de prévenir leur frappe sur le territoire russe. Mais Donc, je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Le chef du Kremlin, c'est la première fois, a reconnu que l'armée russe n'était pas bien préparée, qu'il manquait des munitions, qu'on manquait des drones, qu'on manquait de missiles. C'est quand même extraordinaire de voir le chef des armées de la Grande Russie dire aujourd'hui, finalement, nous n'avons pas été aussi performants que nous aurions pu l'être. Chaque pays qui entre dans la situation dans laquelle est aujourd'hui la Russie a toujours des problèmes à surmonter. Vous connaissez bien l'histoire russe, vous savez que les Russes, dans toutes les grandes guerres, notamment dans la guerre avec Napoléon et dans la guerre avec Hitler, le premier année a commencé juste de ramasser les forces et de passer à l'attaque. Vous attendez pas, ça va pas manquer. Et après cette contre-offensive ukrainienne échouée, on va passer à l'attaque. Vous allez voir que le président russe ne va pas vous donner l'impression de quelqu'un désespéré. Pauline Simonet. Et Piotr Tolstoï, je voulais revenir à cette campagne de désinformation numérique. Donc c'est la ministre des Affaires étrangères qui a publié un rapport. C'est pas juste des déclarations, c'est un rapport de plusieurs mois et qui accuse donc la Russie d'être responsable de cette campagne de désinformation. Mais qu'est-ce que vous répondez clairement? Est-ce que vous dites que la ministre ment, qu'elle raconte des histoires pour embêter la Russie? Qu'est-ce que vous répondez clairement à Paris? Chère Pauline, je trouve que dans cette histoire, votre ministre ment. Et comme d'ailleurs vous mentez sur la Russie depuis des mois et presque des années, malheureusement on a l'habitude à ça, donc on n'est pas très préoccupé. Mais vous pouvez citer plusieurs campagnes de désinformation. Vous pouvez dire que les Russes ont eux-mêmes explosé le gazoduc Nord Stream. Vous pouvez dire que les Russes bombardent les pauvres immeubles des civils ukrainiens. Tous ces mensonges, comme le mensonge sur la Boutcha, comme le mensonge sur la Kakhovka qui a été explosée par les Ukrainiens pour éviter les champs de mines russes. Donc tous ces mensonges aujourd'hui passent dans le silence parce que vous n'avez même pas l'effort à faire une concurrence dans l'information. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, ce soir, vous menez une guerre dans laquelle vous ne faites rien. Par exemple, les bombardements aujourd'hui du côté d'Odessa, notamment qui font 6 morts, 6 civils tués, avec à nouveau des immeubles civils qui ont été bombardés par des missiles, c'est pas vous non plus. Vous comprenez très bien, parce que c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui a lancé cette missile dans l'immeuble. Mais c'est vrai que l'armée russe continue à mettre les coups sur l'infrastructure ukrainienne pour détruire toute l'aide occidentale, notamment pour détruire les avions, les chars et les drones que vous, aujourd'hui, payez par les pauvres gens, vous les envoyez aux Ukrainiens. Mais donc les images que l'on voit là, d'immeubles encore une fois bombardés, il y avait des infrastructures stratégiques dans ces immeubles-là? Non, comme je vous ai déjà dit, vous peut-être n'avez pas compris, c'est un missile antiaérien ukrainien qui a visé le drone russe et qui a finalement raté le drone, mais par contre tombé sur les meubles avec les civils. Mais donc c'est bien vous qui avez envoyé des drones au départ? Si la Russie bombardait les civils, il n'y aurait plus des civils à 20 km du front en Ukraine. On ne bombarde pas les civils depuis le début de cette opération spéciale militaire. C'est une menace, Piotr Tolstoï? Comment? C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace, c'est une constatation du fait. Si l'armée russe menait une guerre, et menait une guerre de telle façon comme les Américains, par exemple, en Irak, ou les Français en Libye, alors vous avez 20 km de flammes devant le front. Et donc ça, c'est vraiment une menace pour les civils. Nous, on ne considère pas les civils ukrainiens qui attendent l'armée russe comme une menace pour nous. Mais par contre, on va continuer à bombarder toute l'infrastructure militaire ukrainienne, notamment comme on a bombardé l'état-major
de service spécial ukrainien à Kiev, notamment comme on a bombardé à Odessa les espaces où il y avait des munitions européennes et munitions ukrainiennes. On va continuer à faire ça pour démilitariser l'Ukraine et pour éliminer l'armée ukrainienne. Elsa Vidal. Bonsoir, Piotr Tolstoï. Je reviens sur une des questions posée par Ulysse Gosset. Si on revient à cette déclaration, à cette rencontre de Vladimir Poutine, notamment avec des blogueurs pro-guerre beaucoup plus radicaux que nombre pour l'instant, de politiciens russes, on a eu du mal à comprendre quels étaient les objectifs de la guerre, puisque Vladimir Poutine a dit qu'ils évoluaient en fonction de la situation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont-ils ces objectifs ? C'est Elsa, je suis désolé, c'est un secret militaire. Je vous entends mal. C'est un secret militaire? C'est un secret militaire, Elsa, je peux pas vous dire. Alors, vous dites un secret, il y a quand même un terme que vous avez employé tout à l'heure, c'est à nouveau dénazifier. Vous avez toujours ça en tête. Combien de nazis arrêtés depuis le début de la guerre par l'armée russe? Ils sont où ces nazis arrêtés? On pose la question depuis 1 an et demi, on ne les voit pas. Bah écoutez, si vous voulez le voir, vous pouvez venir à Donbass. Il y a la Cour qui examine aujourd'hui une affaire sur des 120 nazis qui ont été à Mariupol et on va continuer à le faire. On va continuer à arrêter les nazis. On va attendre la fin de guerre pour faire un procès très ouvert. Je vous invite, venez et voir. Et vous allez arrêter Dmitri Utkin, celui qui a un insigne SS tatoué sur le cou, à la vue et au su de tout le monde? Je ne comprends pas votre question. De qui vous parlez? Je parle d'un néo-nazi notoire russe qui travaille pour Wagner et qui a été reçu au Kremlin, même à la table de Vladimir Poutine, et dont on ne peut pas douter de l'affiliation néo-nazie puisqu'il a un SS tatoué sur le cou. Qu'est-ce que vous allez faire pour les néo-nazis russes, en fait? Vous allez vous auto-bombarder? Écoutez, Elsa, moi, je n'ai pas des connaissances si profondes des tatous des soldats de Wagner. Je peux dire que les soldats de Wagner, c'est des meilleurs soldats aujourd'hui dans l'armée russe. Et donc, ils vont continuer à l'armée ukrainienne jusqu'à la frontière polonaise. Si ça vous convient comme réponse, moi, je ne suis pas spécialiste en tatous. Moi non plus, je suis pas spécialiste. En fait, on a des vidéos qui sont diffusées aussi dans l'espace russe. Et puis, on a connaissance de néo-nazis en Russie et de néo-nazis dans presque tous les pays européens du continent. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez bombarder tous les pays européens? Est-ce que vous allez bombarder les néo-nazis russes aussi? Mais non, les néo-nazis russes ne vous intéressent pas visiblement. Oui, j'ai compris. À mon avis, si vous voulez que je vous réponde à cette question, il faut commencer dès le début. Ça serait peut-être un peu long, mais si vous me permettez, alors je vous explique. La cause de tout ce qui se passe, ce n'est pas les tatous. Ça, c'est clair. Pardon, j'ai un témoignage pour vous, Piotr Tolstoï. J'ai un témoignage simplement sur ce sujet-là. Andrei, il a 46 ans, interrogé dans le Figaro de ce matin. C'est un Russe qui habite à la frontière avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on reçoit, nous, de cette opération spéciale? C'est ce qu'il dit. Des territoires sans défense et des gens qui vivent dans la peur. Et tout ça pourquoi? Pour dénazifier en face, pour l'interrogation. J'allais encore régulièrement à Kharkiv en bus il y a quelques années. Je n'y ai jamais vu un seul nazi. C'est un Russe, c'est un citoyen russe qui parle, qui se demande pourquoi est-ce que lui n'a jamais vu de nazi du côté ukrainien et pourquoi est-ce qu'il se retrouve en danger aujourd'hui côté russe. Bien sûr, il n'a pas vu les nazis dans la partie est ukrainienne parce que en fait, c'est les Russes qui habitent. Il y a 20 millions de Russes qui habitent en Ukraine. On va les libérer. Et donc, ce qui concerne les témoignages d'un certain Andrei, il faut juste regarder la télé ukrainienne avec tout leur culte de Bandera et de Choukevitch, avec leurs démonstrations nocturnes et les symboles de Una Unso. Et donc, pour moi, c'est très clair. Mais ce n'est pas la guerre avec les nazis. C'est la guerre pour la sécurité de la Russie qui a été ignorée à partir de 2014, à partir de coup d'État. Et donc, vous allez voir, on va la gagner. Est-ce que vous venez de révéler un secret militaire, Piotr Tolstoï? Oui, Elsa, j'ai dit qu'il faut juste attendre la fin de la réponse. Pour revenir à l'offensive ukrainienne,
Pour l'instant, tout va très très bien parce que les Ukrainiens, ils s'en foutent des armements occidentaux, ils le laissent juste avant la première ligne de défense russe. Par contre, vous, les Occidentaux, vous en foutez des soldats ukrainiens. Vous êtes obligé d'être vulgaire. Vous savez, vous avez étudié la langue française, Piotr. Vous savez que foutre, c'est pas très poli. Vous êtes en train d'étudier les tatous nazis, à mon avis. Oui, c'est comme ça que vous savez, c'est comme ça que vous identifiez les Ukrainiens nationalistes ou pseudo-nazis. Donc, je vous retourne la question. J'ai une autre question, en fait. Quand on s'est parlé la dernière fois à la télé, vous m'avez menacé. C'était quand je vous avais un petit peu régulièrement posé la question des études de votre fille aux États-Unis. Vous n'aviez pas tellement aimé ça. Vous-même, vous avez fait vos études à l'étranger. Vous pouvez nous dire quel est le poids de votre parole, étant donné que vous étiez très gêné par cette question et que vous vous êtes publiquement excusé à la télévision russe il y a quelques jours. Pourquoi vous avez dû vous excuser le 31 mai dans l'émission Vie et Destin? Ça a été dit avec beaucoup d'ironie. Malheureusement, les gens qui ne comprennent pas l'ironie, ils ne peuvent pas aller très loin dans leur analyse. Mais ça, je suis fier que ma fille a fait un stage de 2 semaines aux États-Unis. Et par contre, la connaissance du français qui nous permet de communiquer aujourd'hui, c'est grâce au fait que j'ai travaillé pour les médias français. Oui, vous êtes un fixeur qui a bien réussi, oui, on le sait. Ouais. Ulysse Gosset. Un point sur l'essentiel du moment, c'est-à-dire la contre-offensive ukrainienne. Hier, Poutine a dit les pertes ukrainiennes sont considérables. Il a parlé de 360 blindés, de 160 chars détruits. Or, les Ukrainiens continuent à progresser. Ils ont pris maintenant plus de 100 km, 160 km en quelques jours. Les troupes russes semblent à l'arrêt. Quel est aujourd'hui votre bilan Poutine a dit la contre-offensive a démarré le 4 juin. Nous sommes le 14 juin. En 10 jours, où en est-on? Et question finalement, vous pensez que cette guerre va durer combien d'années, Monsieur Tolstoï? Monsieur Gosset, le bilan de l'offensive ukrainienne qui a échoué, c'est qu'ils ont perdu déjà 20% de l'aide occidentale, de l'aide de l'OTAN, que vous l'avez envoyé pour l'argent des habitants de l'Europe occidentale. Ils ont perdu plus de 10 000 soldats ukrainiens qui sont morts. Et c'est aussi parce que M. Borrell a dit qu'il faut gagner sur le champ de bataille. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je peux dire qu'on va continuer à envoyer les missiles dans les centres de commandement et les arsenaux à l'intérieur des territoires ukrainiens. Ça, on va le faire pour les détruire. La défense antiaérienne ukrainienne, dont le résultat, vous avez vu notamment de l'Odessa aujourd'hui, a été détruite par les missiles hypersoniques russes, notamment 3 complexes patriotes américains à Kiev qui ont été brûlés par une missile hypersonique dès leur installation. Voilà, donc à mon avis, c'est un désastre historique. Alors, la contre-offensive, Monsieur Tolstoï, Monsieur le député, oui. Vous parlez d'un désastre, mais oui. La contre-offensive ne fait que commencer et on sait aujourd'hui que les forces ukrainiennes n'ont engagé qu'une petite partie de leurs effectifs. On parle de 3 brigades sur les 9 qui sont aujourd'hui prêtes à l'attaque. Donc, soyons prudents quand même sur l'analyse de ce qui se passe. Je vous ai posé la question, est-ce que Moscou se prépare à une guerre longue qui pourrait durer des années? Moscou se prépare à une guerre, à une opération spéciale militaire, jusqu'à le résultat. Si le résultat sera la négociation, tant mieux. Si le résultat sera notre arrivée à la frontière polonaise, tant mieux encore. Mais vous allez voir le résultat. Peu importe le temps, on a l'éternité devant nous. Vous avez l'éternité aussi pour les frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Il y a de plus en plus de frappes. Maintenant, on a même eu des incursions. Je pense que le problème auquel Ulysse faisait aussi référence tout à l'heure, qui a été reconnu par Vladimir Poutine, c'est que la frontière russe, soi-disant inviolable, elle a été enfoncée à plusieurs reprises et les troupes n'ont pas réussi à renvoyer chez eux ces groupes d'intervention.
Aujourd'hui, on a même des députés à la Douma qui proposent de pouvoir envoyer les gens placés en détention préventive ou en prison directement sur le front. Comment vous allez faire pour défendre le territoire russe ? On n'a pas besoin de réagir à des tentatives de faire bouger nos forces armées du front pour protéger la frontière à Belgorod. À Belgorod, il y en a assez des militaires. Et donc, contrairement à ce que vous dites, tous les groupes de terroristes qui ont entré sur le sol russe ont été chassés et tués. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun fondement pour l'analyse que vous faites. Par contre, pour commenter les propos de Ulysse Gosset sur le 100 km² libérés par les Ukrainiens, donc il faut que vous compreniez que c'est 100 km² de zone grise sur le front de 1000 km de longitude. Donc pour l'instant, c'est vrai que l'offensive ukrainienne, c'est un désastre historique, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour vous, pour les Occidentaux, et malgré tous les efforts ukrainiens, et au final, les Russes vont gagner cette guerre. Vous allez Piotr le voir. Tolstoï, deux questions encore. D'abord, avec ce début de mutinerie du côté de Prigojine et de Wagner, Prigojine qui refuse que ces hommes se placent sous le commandement de l'armée russe. Il refuse que lui ordonne Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il va devoir être sanctionné? Ah bah oui, il y a un problème. Hein. À mon avis, Prigojine a ses propres capacités et ses propres contacts au sein du ministère de la Défense et aussi au sein de l'administration présidentielle. Donc, si vous êtes inquiet pour lui, vous inquiétez pas, parce que pour l'instant, Wagner, comme j'ai déjà dit, un des meilleurs régiments de l'armée russe, et même sans les formalités, sans les contrats signés, ils vont continuer à battre les Ukrainiens sur tout le front. Mais vous en pensez quoi du point de vue institutionnel? Le ministère de la Défense, c'est lui qui fait la guerre en principe. Vladimir Poutine a dit aussi qu'il fallait quand même régler cette question, les compagnies militaires privées ne sont pas autorisées en Russie. Vous êtes un député, vous pensez quoi de cette situation? Je pense de cette situation qu'avant qu'on gagne la guerre, il ne faut pas mener les discussions à l'intérieur de ceux qui sont sur le front. Et donc, plus on est unis, plus vite on va avancer sur les territoires. Donc vous ne soutenez pas le ministère de la Défense? Moi, à part le ministère de la Défense, dans l'opération spéciale, elles participent encore une quinzaine d'organisations, notamment... Qui sont illégales, donc? Non, attendez. Bah, bien sûr que c'est pas légal en Russie, les organisations militaires privées. Vous le savez bien. Les organisations comme la Garde nationale, comme le service de sécurité, mais ça, c'est une institution officielle. Comme ministère pour les situations d'urgence, qui a liquidé les conséquences des frappes ukrainiennes sur Kakhovka et donc inondation de Dniepr provoquée par les forces ukrainiennes. Donc tous ces régiments, ils sont en coordination avec le ministère de la Défense et vous inquiétez pas, ni pour le ministère de la Défense, ni pour la Russie, ni pour M. Prigojine, tout va bien et pour l'instant on gagne l'initiative. Tout ne va pas bien puisque Prigojine contredit directement Vladimir Poutine en disant que non, il ne signerait pas de contrat avec le ministère de la Défense. Question d'Ulysse. Monsieur le député avis, Piotr Tolstoï, j'ai une question. Vous savez qu'il y a dans quelques jours le sommet de l'OTAN dans les pays baltes et la question de la sécurité de l'Ukraine va être sur la table. Est-ce que ce sommet de l'OTAN n'est pas finalement la preuve que Poutine a échoué puisque l'OTAN est encore plus fort qu'avant la guerre et qu'aujourd'hui l'OTAN est aux frontières de la Russie? Et puis vous savez aussi qu'on approche des élections américaines. Biden soutient l'Ukraine et la soutiendra jusqu'au bout. On voit que Trump revient dans le paysage malgré ses problèmes judiciaires. Est-ce que vous souhaitez le retour de Trump à la Maison-Blanche pour négocier avec Poutine? Bon, d'abord, à propos de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation banqueroute et malgré leur sommet à Vilnius et malgré leur volonté d'adhérer à l'Ukraine ne va jamais être le membre de l'OTAN. Soit l'Ukraine va exister comme un pays neutre, soit il ne veut pas exister du tout. Ça, c'est une très claire position russe sur la question d'élargissement de l'OTAN. Et c'est l'élargissement de l'OTAN qui a provoqué la situation avec l'opération spéciale militaire.
Ça, c'est la première partie de votre question, monsieur le journaliste. Donc, la deuxième partie sur le soutien de monsieur Biden, à mon avis, monsieur Biden a besoin qu'on lui soutienne vraiment à ce moment-là. Surtout, il tombe un jour sur deux. Donc, ni le retour de Trump, ni le soutien de monsieur Biden n'arrêtent pas la Russie de cesser l'opération pour assurer sa sécurité nationale. On s'en fout de M. Trump, de la Maison-Blanche, du sommet de Vilnius. On va continuer à attendre la contre-offensive ukrainienne et quand il sera fini, on va passer à l'offensive nous. Et donc à ce moment-là, on verra bien. Dernière question, Pablo Pio-Vivien. Dernière question pour le Tolstoï. Oui, bonjour Monsieur Tolstoï. Si vous êtes là ce soir et que vous répondez à nos questions, c'est que l'image de la Russie par-delà vos frontières vous importe. J'aimerais vous citer les mots du romancier essayiste Mikhail Shishkin, qui était interviewé aujourd'hui dans Le Monde, qui est exilé en Suisse depuis 1995, et il dit « La Russie est devenue un pays d'assassins. Ma langue est devenue la langue des assassins. Une Russie qui mène cette guerre infâme peut-elle être mon pays? Je veux rendre sa dignité à ma langue et à ma culture. Cela ne peut passer que par la défaite totale du régime de Poutine et la victoire totale de l'Ukraine. » Est-ce que vous comprenez ce que dit Mikhail Shishkin? Vous savez, Mikhail Shishkin, ça fait longtemps qu'il vit en Suisse, pas en exil parce qu'il est immigré. À mon avis, c'est pas un écrivain russe parce que sa façon de traiter son pays, sa façon d'écrire sa langue et sa façon de raisonner n'a rien à voir avec la Russie et avec les Russes. Donc c'est dommage, ça arrive que les écrivains en immigration, comme d'ailleurs les traîtres de KGB qui ont retourné leur veste, tombent dans cette piège. C'est bien dommage pour lui. Ça n'a rien à voir avec la Russie et je suis fier d'être russe. Et je vous dis que je m'en fous de l'image de la Russie en Occident, construite avec des narratifs américains par la propagande occidentale. On s'en fout.